Donc nous allons commencer cette pause RH. Donc nous vous proposons ce soir sur le thème l'intelligence artificielle au service de l'intelligence RH. Comment la technique peut-elle nous permettre d'améliorer la gestion humaine des organisations? Alors, je voudrais, pour commencer, donc resituer un petit peu le contexte rapidement. Donc, nous sommes dans le cadre d'une de ces pauses que nous organisons régulièrement dans le cadre de la chaire RH de l'UCO et que nous organisons cette semaine avec en co-organisation avec l'ANDRH Anjou, dont il y a différents représentants ici dans la salle. J'attends, pour tout vous dire, François Greffier, le responsable de la NDRH Anjou, DRH du Courrier de l'Ouest, qui doit co-animer avec moi cette séance et qui n'est pas encore arrivé, mais qui ne saurait tarder, j'imagine. Et cette pause donc RH est organisée également dans le cadre de la Connected Week qui est organisée toute la semaine à Angers avec différentes ateliers, conférences, forums citoyens sur le thème du digital et des objets connectés. Et ça nous fait évidemment plaisir avec la NDRH et l'UCO de participer, d'apporter notre contribution à cette manifestation au service du territoire angevin et de son développement. Cette semaine étant organisée notamment par Angers-Loire Métropole, par la CCI, les universités et les écoles angevines. Vous pouvez relayer cet événement ce soir d'ailleurs pendant la conférence sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags qui sont sur l'écran, sur celui du Connected Week et de la chaire RH. Je voudrais également remercier nos partenaires donc, qui sont ceux notamment de la chaire RH, dont vous avez les noms qui apparaissent ici, donc les grands mécènes, Baudet Software, le groupe Strego, le CIC Ouest qui nous a rejoint récemment, nos mécènes également, Scania Productions, Idea Group et le groupe CETI, et puis bien sûr la NDRH Anjou avec lequel nous co-organisons cet événement. Le déroulement de cette pause va être le suivant. Donc on a prévu dans un premier temps d'entendre notre intervenant, donc Monsieur François Gueuse, que je vais présenter dans quelques instants, nous exposer sa vision de la manière dont l'intelligence artificielle peut modifier, selon lui, la gestion des ressources humaines, ou ne la modifie pas, ou partiellement, et en quoi. Nous proposerons ensuite un temps d'échange de 15 à 20 minutes avec vous, sur les questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette intervention. Monsieur Gueuse doit nous quitter vers 19h20 puisqu'il a un train vers Paris à 19h35, je crois, donc, ou 40. Donc on aura donc un quart d'heure, 20 minutes à peu près d'échange avec lui. Et puis ensuite, donc, nous aurons un grand témoin, donc Monsieur Thibault Rimaud, qui est le DRH du groupe Strego, qui réagira également à cette intervention en tant qu'acteur de terrain. Et puis, nous vous proposons donc de terminer par un verre de l'amitié vers 19h40 dans le hall Jeannetot, qui est le hall qui est juste à côté. Ah ben voilà François qui arrive, donc c'est parfait. J'étais pas en train de meubler, mais presque. Voilà. Donc, tu tombes vraiment à pic parce que c'était le moment où j'étais censé te passer la parole à propos de la thématique de la soirée, parce que donc c'est autour de intelligence artificielle et RH. Donc avant qu'on présente peut-être François Gueuse, peut-être dire quelques mots sur le thème, enfin l'intérêt les questions que ça peut susciter. Quelques mots, j'ai quand même préparé quelque chose. Est-ce que je dis deux mots de l'NDRH pour commencer? J'ai le droit? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai un tout petit peu couru pour ne pas être trop en retard. Il n'y avait pas de gilet jaune sur la route, alors c'est pour vous dire. Donc l'NDRH, dont je suis le président, j'ai l'honneur d'être le président depuis quelques années maintenant, est une association donc, excusez-moi, je reprends mon souffle, qui 1947, qui s'appelait l'NDCP, qui a changé de nom, qui s'appelle l'NDRH, et qui regroupe des professionnels de la fonction RH, pas que des DRH d'ailleurs, toutes les missions que l'on peut retrouver dans cette profession. Sur le Maine-et-Loire, donc c'est une association nationale avec des groupes locaux, et sur le Maine-et-Loire, donc il y a à peu près 80 entreprises représentées au sein de l'association,
ce qui fait à peu près 15 000 salariés. Voilà, je ne suis pas beaucoup plus long, sinon pour vous dire que toute personne travaillant dans la RH ne verra que développer son champ des possibles en venant nous rejoindre. Le thème de la soirée, intelligence artificielle au service de l'intelligence RH. Tout un programme. Alors, nous allons bientôt trouver donc l'intelligence artificielle dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Et comme pour les RH, la question qui va se poser très vite est: est-ce que l'intelligence artificielle sera un outil au service des hommes, ou est-ce que, et des femmes un petit peu quand même, et où est-ce que l'intelligence artificielle va le suppléer, voire le remplacer? Classiquement, pour préparer mon intervention, je suis allé voir quelle définition on pouvait trouver de l'intelligence artificielle. Et je suis tombé sur apparemment une qui fait référence, qui a été commise par M. Liuinski, un scientifique américain, qui travaillait sur les sciences cognitives et l'intelligence artificielle. Et donc ce monsieur a défini l'intelligence artificielle comme étant l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Autant vous dire que je ne vais pas m'arrêter sur la simulation d'intelligence. Il me semble qu'un certain nombre d'entre nous n'ont pas attendu l'informatique pour développer cette compétence. On nous parle souvent du virage numérique auquel est confronté beaucoup de professions. Les RH ne font pas exception à la règle. L'arrivée de l'intelligence artificielle est l'étape d'après. Nous en sommes au balbutiement, mais il faut s'y préparer. François Gueuse abordera lors de son intervention l'influence de l'IA sur notamment la gestion de l'absentéisme, l'analyse du climat social et l'ambiance de travail, le recrutement et la satisfaction de la rémunération, de la formation ou bien encore des accidents de travail. Quasiment tous les domaines des RH vont être impactés par l'intelligence artificielle, en dehors a priori du dialogue social. Et encore que. Mais ça sera intéressant de voir comment on applique l'intelligence artificielle dans ce domaine. Faut-il y voir un espoir, une crainte? Cela sera-t-il indispensable, voire inéluctable? L'intelligence artificielle sera-t-elle un outil qui améliore la performance du RH, ou à terme le remplacera-t-il, ou-t-elle, dans certaines de ses missions? Dans la pratique de recrutement, tout d'abord, l'intelligence artificielle peut ou pourrait, et François Gueuse nous dira si nous devons parler au présent ou au futur, donc l'intelligence artificielle peut ou pourrait, pour les candidats et les recruteurs, relier les talents aux attendus de l'emploi recherché par l'entreprise. La mesure de l'affinité prenant en compte aussi bien la personnalité des candidats que la culture d'entreprise. Il est assez facile d'imaginer qu'une intelligence artificielle relativement peu sophistiquée pourrait prendre en charge une partie croissante de l'administration du personnel, comme les réponses aux demandes récurrentes que nous connaissons dans nos services. Ce qui fait d'ailleurs écho aux propos de Michel Barabel lors d'une précédente pause RH en début d'année. C'était assez impressionnant. Pour ceux qui ont assisté, c'est pas que ça fait peur, mais ça pose vraiment beaucoup de questions. Notre rôle prioritaire, donc au RH, est de mettre en œuvre les conditions qui président à la meilleure cohésion sociale dans l'entreprise, indispensable à la réussite individuelle et collective, que ce soit en matière de performance, de compétences, de formation, de coaching, de mobilité. Les fonctionnalités de l'IA peuvent à la fois évaluer le collaborateur, lui faire des recommandations et lui proposer des services. Donc l'humain au cœur de nos préoccupations. Quelle influence aura l'IA sur cette relation? Va-t-on vers une transformation du rôle du RH? Est-ce que l'automatisation de certaines tâches va justement dégager du temps au RH pour en consacrer plus à l'humanisation des échanges? En guise de conclusion très temporaire, étant donné le sujet, je me rassure peut-être en pensant que le RH continuera à maîtriser deux compétences essentielles dans son métier, l'intuition et l'émotion. L'intelligence artificielle l'aidera certainement dans sa mission de relations humaines auprès de ses premiers clients, que sont les managers et les collaborateurs, en prenant en charge une partie de l'activité automatisable avec une plus grande efficacité et en l'aidant dans ses décisions, le transformant ainsi en RH augmenté, au même titre que la réalité augmentée. Mais j'espère que nous n'attendrons pas le développement de l'intelligence artificielle dans notre environnement professionnel pour être augmenté. Bravo. Merci. Merci François.
Merci, oui, François, pour cette. On a beaucoup de François ce soir, donc pour cette introduction un petit peu à la thématique. Peut-être avant de laisser la parole à François Gueux cette fois, donc juste peut-être juste 2 mots de présentation, même si la carrière est longue et je ne vais pas être exhaustif dans les présentations, mais dire simplement que François donc est informaticien de formation, enfin à la formation initiale. Il a une expérience de 20 ans dans des postes de DRH, de DSI, de stratégie DSI ou de système d'information. Il possède aussi une expertise reconnue dans le domaine des stratégies RH et du contrôle de gestion RH, et également de les nouvelles technologies appliquées au domaine de la gestion des hommes. Il est l'auteur de nombreuses contributions. Si vous regardez sur Internet, vous verrez rapidement différents articles en ligne ou de publications concernant notamment les évolutions des nouveaux médias. Et donc, il s'est vu attribuer, on pourrait dire, la reconnaissance de sa communauté pour ses réalisations de sites internet dédiés au RH, notamment IRH et Trajectoire RH notamment. Et il assure actuellement la direction scientifique du HR Fab Lab Europe à Lille. Donc, tu as été aussi longtemps responsable du master RH à l'Université de Lille. On citait Michel Barabel tout de suite. On pourrait dire que globalement, tu participes avec des experts. Voilà, vous travaillez cette semaine ensemble sur des questions notamment de formation des futurs responsables RH. Tu assures à ce titre-là d'ailleurs la présidence du réseau national des 3e cycles spécialisés en RH, notamment peut-être un label que vous connaissez, certains d'entre vous, le label Référence RH, qui est un label qui regroupe 34, alors je ne sais pas si le chiffre est à jour, mais à peu près 34 formations de niveau master RH, qui sont une façon un peu d'introduire une sorte de reconnaissance de la qualité de formation dans ce secteur-là. Et on pourrait dire plus généralement, tu as beaucoup contribué, je pense que ton travail a été salué aussi à ce titre-là, sur la professionnalisation de la fonction RH, mais avec une professionnalisation qui ne soit pas uniquement dans la formation des compétences, mais aussi de comment peut-être aller vers une protection du titre de DRH, avec peut-être un modèle qui serait le modèle de l'ordre des ordres professionnels nord-américains, par exemple. Alors, on ne va pas aborder cette question ce soir, c'est un autre débat, et on aurait pour des heures, mais ce serait sans doute passionnant. Et puis, je voudrais dire aussi que tu as participé aussi à l'ouvrage de Stankiewicz sur Manager RH, qui est quand même fait partie des auteurs de référence, et puis au dernier ouvrage de Dave Ulrich aussi, qui est un auteur également qui doit parler aussi à des étudiants, qui a beaucoup travaillé sur les rôles des RH, les typologies de rôles. Et donc voilà, donc on est très content de te recevoir à Angers. On te remercie pour le déplacement que tu as fait de Lille, et puis on a surtout hâte de t'entendre sur ce thème. Alors, bien, bonsoir. On est là pour parler d'un sujet vachement intéressant, hein, l'intelligence artificielle. Généralement, quand j'ai affaire à un public RH, les parties techno, c'est pas trop le truc, quoi. On est là plutôt, on a une fibre humaine, hein, je pense que tout le monde est d'accord hein, de ce point de vue-là. Ce qui nous intéresse, c'est les hommes et les femmes dans l'entreprise. Et quand on commence à sortir la problématique de l'intelligence artificielle, de temps en temps, on se dit « Oh là, il faut peut-être qu'on fasse gaffe hein ». Et justement, on va essayer un petit peu de démystifier dans un premier temps tout cela et de voir un petit peu... Alors pour ceux qui ont assisté, à mon avis, à la conférence de Michel Barabel, il a dû vous parler d'ambidextrie ou des choses comme ça. On va voir comment on peut passer d'une logique d'ambidextrie à une logique que moi j'appelle le RH 4.0. Donc on va essayer de se projeter aussi dans l'avenir sur la manière dont la fonction ressources humaines risque d'évoluer et risque d'avancer avec ces outils, ces technologies qui sont quand même parfois relativement mal définies. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais déjà, alors là je fais appel aux psychologues, a-t-on véritablement une définition stable de l'intelligence ? Et là, je parle de l'intelligence humaine. Hein. En moi, il y en a une que j'aime bien. Elle vient c'est Jean Piaget, hein, dans 6 leçons de psychologie, qui en gros nous dit l'intelligence, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Bon, vous avez 4 heures, merci.
Elle est somme toute extrêmement intéressante, cette définition, parce que, d'une certaine façon, elle s'oppose à la définition que vous avez citée tout à l'heure, hein, où, d'une certaine façon, on a un ensemble de techniques, d'algorithmes, qui sont là pour simuler l'intelligence humaine. Et le terme de simuler est important. En fait, simuler l'intelligence humaine, c'est encore un bien grand mot. J'ai envie de me livrer avec vous à un petit test avant de commencer. Je vous demande de réfléchir à un lion. Ça va? Vous vous faites la représentation, l'image mentale d'un lion. C'est bon? Oui, un lion. Ok, ça va? Vous avez tous l'image du lion en tête? Alors, qui ici n'a pas vu dans l'image qui s'est fait du lion, qui ici n'a pas vu la crinière? Bien, vous me rassurez. Bon, en fait, je vous ferai remarquer quand même que vous avez oublié la lionne, hein, mais ça, c'est un autre débat. On ne va pas revenir sur les problématiques d'égalité femmes-hommes. Mais vous êtes bien d'accord avec moi, si je vous dis lion, vous pensez à une espèce de bestiole avec une crinière. Bien. L'intelligence artificielle, pour savoir que vous lui présentez la photo d'un lion, elle fait comment? Elle cherche si l'animal que vous avez mis en face a une crinière? Non. Comment elle a fait? En fait, vous savez, ici, personne n'a jamais téléchargé quoi que ce soit sur Internet de manière douteuse. Je me retourne vers les étudiants. Et régulièrement, quand vous êtes sur Internet, vous savez, on vous dit cliquez sur l'image où il y a, je sais pas, des passages cloutés, enfin toutes sortes de trucs, vous savez. Voilà. Bah, il y a eu un moment, cliquez sur l'image où vous avez un lion. Et puis, en fait, on a nourri la machine, on a nourri les algorithmes avec des milliers et des milliers d'images de lions que les uns les autres, que nous-mêmes, hein, avons identifiés comme étant des lions. Puis vous avez un algorithme qui, statistiquement parlant, je fais exprès d'utiliser et de simplifier, hein, vous m'excuserez, mais je vais dire statistiquement parlant, a trouvé les points qui permettent de dire que tout ce que vous m'avez dit là, en fait, je sais que c'est un lion. En fait, ce n'est pas une crinière, c'est la forme de l'iris de l'œil. En fait, certains de ces algorithmes, pour reconnaître un lion, vont regarder sur la forme de l'iris de l'œil. Est-ce qu'on est sur la simulation d'une intelligence? Certainement pas. Est-ce que, d'une certaine manière, on a aussi bien, nous, que la machine, identifié en définitive qu'il y avait un lion? C'est oui. En fait, on va essayer d'arriver au même résultat qu'un être humain, mais en utilisant tout un ensemble de techniques et de méthodes statistiques qui sont quand même pas nécessairement celles que l'on aurait vues. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, reprenons les plus jeunes d'entre vous, et aussi les plus âgés. Si vous avez des enfants, quand vous leur avez montré un chat, l'enfant, vous lui montrez, qu'est-ce que c'est? C'est un chat. Faites pas comme ma mère avec mon frère, qui à l'époque a dit, c'est un siamois. La fois suivante, mon frère me dit, regarde, c'est un siamaman. C'était plutôt gentil comme truc. Hein, voilà. Mais n'importe quel enfant, de toute façon, vous lui montrez un chat, un siamois, hein, ok. La fois suivante, vous passez à côté d'un persan ou d'un chat angora, ben, il va vous dire c'est un chat. Il n'aura pas eu besoin d'avoir 1000 photos et qu'on lui dise 1000 fois que c'est un chat. On a plein d'exemples comme ça, où d'une certaine façon, moi, le terme d'intelligence artificielle ne me va pas. Le terme d'intelligence artificielle ne me va pas parce que je ne considère pas qu'une technique statistique, c'est intelligent. En fait, ce ne sont, comme vous le disiez fort justement, qu'un ensemble d'algorithmes. Et ce que l'on met derrière l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui des algorithmes qui relèvent de ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage artificiel, qui va relever, alors machine learning, parfois vous utilisez, alors c'est dans la famille, hein, on a des choses qui s'appellent du deep learning aussi, ça fait bien, si vous pouvez sortir ça dans les cocktails, vous verrez.
Apprentissage artificiel. En fait, une technique statistique qui permet d'identifier des patterns, de les reproduire. Enfin, je ne vais pas passer les mails. Vous avez des choses qui vont traiter le traitement de la parole. On va retrouver tout un ensemble de choses qui vont relever de la dimension de l'analyse sémantique. On va avoir des systèmes experts, où, entre guillemets, on a capté les connaissances d'un expert, on les met dans la machine et on a les résultats. La robotique, on a tout un ensemble de choses comme ça. Dans le monde RH, en fait, quand on regarde bien, à aujourd'hui, on utilise principalement 3 types de techniques. Et quand on parle d'intelligence artificielle appliquée au monde des ressources humaines, en fait, ça relève de quoi? Tout d'abord, et historiquement, les systèmes experts. On a identifié tout un ensemble de règles. On a une base de règles, une base de faits, un moteur d'inférence. Et puis on fait tourner. Entre guillemets, ça n'a rien de nouveau. Hein. Pour les vieux comme moi, dans les années 90, on avait déjà des systèmes de paye qui fonctionnaient à base de systèmes experts. Voilà. On appelait ça un logiciel de paye. Bravo les gars. Deuxième élément qui apparaît et qui commence à fonctionner de manière relativement intelligente, on a tout un ensemble d'algorithmes qui relèvent de la logique du machine learning. L'apprentissage automatique. Sur la base de tout un ensemble de données qu'on a en amont, on identifie la manière et ce que l'on pourrait retrouver. Alors derrière les éléments de machine learning, on s'est dit, oh, on va peut-être pouvoir s'en servir pour la gestion des carrières, pour le recrutement, pour tout un ensemble de choses comme ça. On est quand même, il faut être honnête, plutôt en train de tester les choses. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même des éléments sur, quand on traite des données quantitatives, absentéisme, masse salariale, là, c'est beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, on peut déjà valoriser tout ça. Donc, deuxième type de techno qu'on utilise, le machine learning, et en fait, l'apprentissage artificiel. Troisième type de techno qu'on va utiliser, généralement en RH, et qu'on va retrouver, c'est ce qu'on va appeler l'analyse sémantique. En fait, la reconnaissance à l'intérieur d'un texte de tout un ensemble d'éléments de contenu. Je pense qu'ici, vous avez déjà tous et toutes utilisé Google Translate. Ça va? Bon. Il y a de ça quelques... Pour ceux qui ont utilisé ça il y a quasiment une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, Google Translate, ça marchait relativement bien quand on avait un mot à traduire. Aujourd'hui, vous arrivez à traduire... C'est bien une phrase. Mais quand vous demandez la traduction d'un paragraphe... pas top, hein, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Mais au fur et à mesure, le système apprend et s'améliore. Pourquoi? Parce que traduire un mot, c'est facile. Mais l'analyse sémantique, ça va bien au-delà. Ça nécessite de comprendre le mot dans son contexte. Si je vous dis, ce que vous faites là, c'est stérile. Alors, au regard de votre activité actuelle, j'ai envie de vous dire, c'est pas très sympa ce que je viens de vous dire. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Y a quelqu'un qui travaille en milieu hospitalier ici, non? Non, bon, on va dire que vous êtes en milieu hospitalier, voilà, ce que vous faites là, c'est stérile. Vous voyez que d'un côté, c'est négatif, de l'autre côté, c'est positif. Le contexte est extrêmement important. Et si on reprend ne serait-ce que la dimension et la logique des compétences dont on parlait tout à l'heure, on sait très bien qu'une compétence, il y a une dimension de contextualisation qui est nécessaire. Et donc, ceux qui viennent vous dire, vous allez voir, demain, on va avoir des algorithmes qui vont... Attendez, calmons-nous un petit peu, parce que, d'une certaine façon, on n'en est pas encore là. Et j'ai envie de vous dire que, pour le moment, quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce sont des bribes d'algorithmes. C'est des morceaux d'intelligence. Vous avez tous entendu parler de Deep Blue, ce programme qui permet de jouer aux échecs, qui a battu Kasparov il y a de ça de nombreuses années. Sauf que Deep Blue, il sait jouer aux échecs. Point. Il n'est pas capable de jouer au Go. Et l'an passé, on a eu ce programme qui permet de jouer au Go. Mais moi, j'ai envie de lui poser la question, il est capable de jouer au Mahjong? Ben non.
Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle intelligence artificielle, ce sont des portions, ce sont des algorithmes qui sont ce que je qualifierais monotâches, qui sont capables de faire un truc précis. Il n'y a pas de logique, ce qu'on appelle entre nous, là c'est les vieux informaticiens d'IA qui utilisent ce terme-là, on n'a pas de collectionneur universel. C'est-à-dire un truc qui serait capable de prendre tous les algorithmes les uns à côté des autres, de les remettre en dimension dans un contexte et de faire d'avoir une véritable intelligence artificielle. Ça, on ne l'a pas. Aujourd'hui, il faut bien être honnête, nous avons, et quand nous parlons d'intelligence artificielle, parfois on se fait un petit peu peur, là c'est bien gentil de se revoir Terminator, les éléments de science-fiction, enfin vous voyez ce que je veux dire. Enfin Terminator c'est RH à la fin, hein, vous êtes d'accord avec moi. On est là pour parfois on joue à se faire peur, alors que ce sont des algorithmes qui sont de plus en plus puissants, avec des avancées entre guillemets dans la puissance de ces algorithmes qui sont sans commune mesure par rapport à ce que l'on a vécu, c'est vrai. Mais ceux qui ont commencé à travailler dans les années 80 comme moi, bah, globalement, on a vécu aussi l'informatisation de nos entreprises. Hein. Donc, respirons un bon coup, rentrons dans cette logique d'utilisation de ces algorithmes, essayons de comprendre ce qu'ils nous ouvrent comme possibilité, et pour apporter une réponse à votre dernière question, c'était globalement, est-ce que nous en avons la maîtrise, ou est-ce que c'est eux qui nous maîtriseront? Eh bien, c'est nous qui avons, entre guillemets, ce choix entre les mains. Il ne faut pas en avoir peur, parce que sinon, à ce moment-là, on risque de se laisser déborder. Alors, si vous voulez bien... Alors, tout d'abord, la présentation que vous avez là, plus tout un ensemble d'éléments complémentaires, vous pourrez les avoir. Il n'y a pas de difficulté, etc. On l'allégera peut-être en termes de poids, parce que les petites animations, ça fait lourd pour envoyer par mail. Alors, globalement, quand on regarde bien, et une fois ceci posé, la vraie question, c'est de savoir repenser le système. Je vais passer sur là. En fait, globalement, quand je dis repenser le système, c'est arrêtons d'avoir peur. Là, vous avez un état, vous savez, de différentes études concernant l'impact de l'IA sur l'emploi. Moins 47, moins 35, moins 9, moins 7, moins 6, moins 7, moins 14, plus 58 millions d'emplois, plus 0,5. Entre guillemets, personne n'est capable de dire véritablement quel est l'impact que ça va avoir. Pourquoi? Parce que globalement, j'ai envie de dire, et ça c'est un point sur lequel en tant que DRH nous allons devoir faire attention, c'est que généralement, dans nos modes de fonctionnement et dans nos politiques RH, ce qui en constitue le cœur, c'est la notion de compétence. Vous êtes d'accord? Or, l'impact de l'intelligence artificielle, ce n'est pas véritablement sur les compétences, mais c'est sur les tâches. Et voyez le hiatus qu'il y a? Parce que d'une certaine façon, une intelligence, un algorithme, va se substituer à certaines tâches et non pas à certaines compétences. Et donc, si on voulait véritablement anticiper à l'intérieur de nos entreprises le poids et l'impact de l'intelligence, ce qu'on appelle abusivement l'intelligence artificielle, etc., sur les métiers, nous devons raisonner en tâches qui peuvent être, entre guillemets, confiées à la machine et non pas nécessairement en termes de compétences. C'est important. Parce qu'une fois qu'on a raisonné en tâches, on va recomposer les métiers. Et à ce moment-là, c'est à nous, DRH, de se réapproprier la notion de compétences nécessaires pour tenir ce nouveau métier. Mais ce n'est pas la clé d'entrée. Ça va? OK. Bon, je passe assez vite. Vous avez les références qui sont dedans, etc. Alors, globalement, l'une des vraies questions auxquelles on est confronté, ça va être de repenser notre organisation et de revoir comment tout ceci va bousculer nos modes de fonctionnement. On a quelques éléments fondamentaux à voir. Comme dans toute problématique liée au système d'information RH, c'est le distinguo entre les données, les informations et les savoirs. Quand je parle de données, c'est un état de fait objectif, c'est facilement quantifiable, c'est facilement transférable sur une machine, et ça ne pose pas de problème. Salaire net égale 9 500 € par an. Vous savez bien, on est DRH, on ne faut pas déconner quand même. Vous voyez bien, ce sont des choses très quantitatives que l'on sait généralement très bien gérer avec l'informatique. On a un deuxième niveau, qui est le niveau des informations. Le niveau d'une information, ce sont des données qu'on agrège. Alors, globalement, la donnée, est présent, est absent, si vous voulez, ou heure d'arrivée, heure de départ. La donnée et l'information, ça va être éventuellement le taux d'absentéisme.
toute information ne vaut que par le partage de la définition que l'on a de cette info. Sinon, on ne met pas les mêmes choses derrière les mêmes mots. Moi, il m'est arrivé, j'ai commencé ma carrière professionnelle en milieu hospitalier. Puis, étant récemment nommé, je fais la tournée des cadres de direction. J'avais été nommé à la stratégie. Et globalement, je termine par la DRH, un peu sensible, parce que globalement, elle faisait un peu la gueule, elle voulait le poste. Et puis, dans le cadre de la discussion, elle me dit « Ah oui, bande de feignants, 17% d'absentéisme. Ça va, 17%, c'est bon ?» Moi qui venais de la sidérurgie, je me dis « Bon, c'est la fonction publique. Hein. » Et puis, en fait, ce n'était pas ça du tout. C'est vrai que lorsque vous commencez à mettre les arrêts maternité et les congés payés dedans, ça gonfle assez le chiffre, quoi. Je suis sûr qu'ici, personne n'a pensé qu'on allait mettre les congés payés à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Cet établissement n'avait aucun problème d'absentéisme. C'était même particulièrement bas. C'est important parce que globalement, être capable de qualifier tout ça, c'est tout l'état de l'interaction qu'on a entre l'homme et la machine qu'il y a derrière. Vous ne pouvez pas rentrer dans une démarche d'informatisation de systèmes d'information RH si vous n'êtes pas d'accord sur tous les indicateurs, toutes les informations dont vous avez besoin. Informations à caractère quanti ou à caractère quali. Vous allez dire, oui, l'absentéisme, ça va. Oui, mais c'est quoi une compétence? Là, vous avez 4 heures, véritablement. Il n'y a aucune définition formalisée. Hein. Et moi, ça me fait toujours rigoler. J'ai été contrôleur de gestion RH, comme ça a été mentionné, d'un grand groupe du CAC 40, où j'avais tous les gens autour de la table pour retravailler sur la politique formation, et il n'y avait pas un seul qui avait la même définition du terme compétence. Bonjour la cacophonie. Hein. Et ça, c'est important, parce que globalement, si vous voulez confier à une machine la possibilité de faire des simulations, d'anticiper des choses comme ça, si la machine, elle ne parle pas la même chose que vous, ça ne va pas aller. Et puis le dernier machin, c'est le savoir. Alors si on dit que l'information, c'est un agrégat de données, et que là, j'ai envie de vous dire, ben, le savoir, c'est un agrégat d'informations. Ouais, vous allez me dire, oui, mais un agrégat d'agrégats, c'est toujours un agrégat, donc il est en train de se foutre de nous. Pas vraiment. Parce que le premier agrégat, il est structuré. Le deuxième agrégat, il est non structuré. C'est-à-dire que la manière dont on agrège les informations, bon, on ne sait pas comment c'est. Vous savez, c'est le savoir-faire. Vous avez utilisé le terme d'intuition tout à l'heure. Ben, on n'en est pas loin. Ça s'informatise mal. Et en fait, quand on commence à parler d'intelligence artificielle, c'est parce qu'on essaye, avec la statistique, de retrouver ces éléments intuitifs. De retrouver, vous savez, cet iris de l'œil de mon lion de tout à l'heure. Ce sont des points qu'on doit avoir. Retenez ces 3 points-là, ils sont essentiels si vous voulez pouvoir aborder la problématique d'un système d'information RH, de l'utilisation des technologies, de manière sereine à l'intérieur. Parce que c'est la base de la discussion avec l'ensemble des collaborateurs, et notamment des collaborateurs RH. Petits éléments de synthèse, hein, les données, les informations, les savoirs. OK ? Voilà. J'aime bien cette petite image. Mon métier a changé, maintenant je tiens compte de l'humain. Bah oui. Ouais. En fait, quand vous regardez les transformations des entreprises, il y a 5 grands points qu'il nous faut regarder. En fait, on a des technologies qui sont de plus en plus sociales. C'est, vous savez, les réseaux sociaux, j'en passe et les meilleurs. En fait, derrière cette dimension sociale, le mot-clé, c'est collaboratif. Comment fait-on pour utiliser les technologies pour mieux collaborer ensemble? Premier élément. Vous allez me dire, c'est assez loin de l'intelligence artificielle. Pas vraiment. Parce qu'une intelligence artificielle se nourrit nécessairement d'un gros volume de données. Et qui va vous les fournir, ce gros volume de données, d'après vous? Ce sont vos collaborateurs, ce sont vos clients, ce sont vos fournisseurs, etc. Cette dimension collaborative, elle est essentielle. Le deuxième volet, alors, il y a 2 ans, j'aurais mis Big Data. Il y a 5 ans, j'aurais appelé ça du décisionnel. Et aujourd'hui, bah, pour faire bien, et parce qu'il faut utiliser des termes marketing, je vais appeler ça de l'intelligence artificielle. Le troisième élément que l'on a et qui vient bousculer un peu tout ce que l'on fait, c'est toute la problématique du mobile.
On a tous aujourd'hui des terminaux ordinateurs mobiles, donc au travers de nos smartphones, de tablettes, etc. Et ces éléments de mobilité viennent transformer véritablement les différents modes de travail que l'on peut avoir avec les collaborateurs qui ne sont plus nécessairement attachés à un poste de travail en tant que tel. Tout ceci, ça nous pousse à repenser tout un ensemble d'usages. Regardez un petit peu comment le recrutement a évolué au cours de ces dernières années, avec une inversion en fait des rôles quasiment, hein, ou tout du moins de la puissance qu'a le candidat aujourd'hui par rapport au recruteur d'hier, et pas simplement parce qu'il y aurait une soi-disant pénurie. Hein. C'est pas ça. Hein. Ce sont véritablement les usages qui ont changé en profondeur. Et puis moi, ça c'est mon côté contrôleur de gestion qui remonte. Hein. Je me pose toujours la question, c'est bien gentil tout ça, mais il y a un retour sur investissement. Globalement, là, ce que je mets dans la techno, ça me coûte parfois plus cher que si j'avais conservé mon collaborateur RH. Hein. Il faut de temps en temps réfléchir un petit peu. Surtout que le collaborateur RH, généralement, il est capable de faire autre chose, alors que la techno, pas vraiment. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Et pour moi, hein, à défaut véritablement d'intelligence artificielle, on va devoir apprendre à articuler ces technologies. Alors, je vais passer ce truc-là. Voilà. En fait, pour comprendre comment ces technologies s'articulent, il faut partir du principe et du constat que nous vivons dans un monde qui est baigné dans les... On baigne dans les données. On baigne dans les informations. Et on essaye de se recréer comme on peut le savoir. Et en fait, ces données, ces informations, en fait, vous les retrouvez, hein, soit au niveau d'un métier, là en l'occurrence RH, hein, mais ces métiers, ils sont à l'intérieur d'une entreprise. Et l'entreprise elle-même, elle est à l'intérieur, elle est dans le monde. Et d'une certaine façon, vous avez des données qui sont structurées, hein, que vous allez retrouver dans vos systèmes d'information RH ou autres. Puis vous avez plein de choses là qui traînent, vous savez, sur vos ordinateurs avec des documents Word, des Excel, etc. Des trucs super intéressants d'ailleurs, parfois plus intéressants que ce qu'il y a dans les dossiers du personnel. Hein. Et la question, c'est, vous l'avez au niveau de la DRH, mais les autres directions, c'est pareil, on a tous nos systèmes. On vit dans un monde de données. Alors, je prends un ordre d'entrée dans la techno qui est le mien. Hein. Vous allez voir, après tout boucle, et on pourrait en fait utiliser n'importe quel ordre. Mais moi, au départ, ce qui m'intéresse, hein, c'est d'aller récupérer ces données structurées pour avoir une dimension analytique. Et là, je vais essayer de faire de l'analyse descriptive, explicative, prédictive et prescriptive. Cette dimension analytique, en fait, elle est déjà extrêmement intéressante. C'est l'histoire de cette société d'assurance. Je conserverai le nom confidentiel, hein, n'en veuillez pas. Sur le siège social à Paris, ils sont 3300. Une population vieillissante, avec le recul du départ de l'âge à la retraite, ils commencent à voir le taux d'absentéisme et l'absentéisme maladie augmenter de manière importante. Et globalement, ils me demandent, en fait, avec toutes les données là qu'on a sur l'absentéisme, on peut faire quoi? Alors, vous savez, généralement, dans beaucoup d'entreprises, les données d'absentéisme, on fait des beaux tableaux, hommes, femmes, puis par service, etc. Un truc classique, vous êtes d'accord avec moi? Puis comme on a fait le tri par service, on en profite, on dit « Oh 9% d'absentéisme dans le service 2%, bravo 9%, ça tombe bien. Où est-ce qu'il est mon fusil de chasse Premier mode de fonctionnement. Deuxième mode de fonctionnement, en tant que DRH, on a tous vécu ça, du style « Bah oui, mais vous comparez des choux et des carottes. Là, dans son service, il n'y a que des petits jeunes qui vont bien. Là, vous avez collé toutes les personnes qui ont eu des problèmes de santé les années précédentes. » En fait, le bon manager, c'est peut-être bien lui, mais avec un mauvais taux. Désolé, hein, excusez-moi. Ouais, mais pourquoi ça?
Pourquoi on agit ainsi? Bon, parce qu'on a toujours fait comme ça. La vraie question de l'analytique et de ces outils statistiques, c'est d'identifier les variables véritablement significatives. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repris d'un côté tous les états d'absentéisme. De l'autre côté, on a repris toute la base du personnel, avec toutes les informations possibles. Puis, on a fait des milliers et des milliers et des milliers de calculs, la machine, hein, pour redresser les échantillons et identifier ce qui était véritablement significatif de l'absence. Plusieurs éléments sont ressortis. Dans cette boîte-là, on s'est aperçu que le manager n'avait quasiment pas d'incidence sur l'absentéisme. Il n'y avait pas de bon ou de mauvais manager. Les différences qu'on constatait étaient liées à la différence de structure de l'effectif. On s'est aperçu que la taille des équipes avait un impact. Et que la taille optimale, dès que vous commenciez à dépasser 11 personnes, là, vous aviez l'absentéisme qui grimpait en flèche. Vous allez me dire, oui, bah, en définitive, c'est normal. Hein. Quand on est sur une grosse équipe, c'est plus facile de s'absenter parce que les petits copains vont faire le boulot pendant qu'on n'est pas là. Tandis que si on est 3, c'est plus compliqué. Et puis, on a identifié aussi d'autres trucs rigolos. C'est-à-dire comme on avait l'adresse des personnes dans le système d'information, mais qu'on avait aussi été chercher des bases de données externes, on s'est aperçu que le temps de trajet domicile-travail avait un impact. Entre 51 et 71 minutes de temps de trajet, plus 80% de probabilité d'avoir un événement d'absence. Vous allez me dire, au-delà de 71 minutes, ça ne doit pas être triste. 40. Et à ce moment-là, vous continuez à creuser. Et vous apercevez que la distance domicile-travail, le temps de trajet domicile-travail a un impact, mais ce qui avait encore plus d'impact, c'était la qualité du trajet. Parce que ceux qui avaient entre 51 et 71 minutes, c'était des gens qui venaient travailler en RER, en bus, et puis qui en moyenne avaient 2 changements. Tandis que ceux qui avaient plus de 71 minutes, c'était des gens qui venaient travailler en train. La nature même, le confort du trajet avait un impact. Vous allez me dire, ok, et en tant que DRH, j'en fais quoi? Parce que là, on est à la limite de l'intelligence artificielle, vous êtes d'accord avec moi? Bah, c'est là que cette intelligence artificielle, que ces algorithmes commencent à être intéressants, parce que l'intelligence humaine, elle reprend le dessus. En tant que DRH, bah, je me dis, oh, je vais aller voir avec les partenaires sociaux, on va tout d'abord remettre complètement à plat l'accord de télétravail. Premier élément. Deuxième élément, on va mettre en place des tiers-lieux. Mais on va choisir les tiers-lieux de telle manière à ce qu'on évite ces correspondances. Et en fait, vous abordez l'absentéisme avec d'une toute autre manière. Puis, excusez-moi, on arrête de faire des entretiens de réaccueil. Ça fait 40 ans qu'on en fait, quoi. Hein? Qu'est-ce que ça a changé? Pas grand-chose, il faut bien être honnête. Mais on essaie d'apporter d'autres solutions. Sur cette entreprise-là, on a quand même diminué, on a quand même fait baisser de 3 points l'absentéisme. Hein. Sur un établissement hospitalier, on s'est livré à la même chose. Là, on a gagné 8 points. J'ai le droit de me garer à la place du directeur. Donc, vous voyez, en fait, le descriptif, bon, on essaie de décrire ce qu'il y a dans les données. Puis, on va, aujourd'hui, hein, jusqu'au prédictif, des analyses de corrélation. N'oublions pas que corrélation n'est pas causalité. Point extrêmement important. Et encore aujourd'hui, il faut bien être honnête, ces éléments qui permettent de faire de l'analytique et ces logiciels, ces portions d'algorithmes qui font de l'analytique vont très rarement jusqu'au prescriptif. Ça reste encore de notre ressort, surtout en RH. Alors là, je vous ai pris l'exemple sur la dimension quanti. Parce que globalement, ce que je vous ai dit là sur la partie état d'absence, on peut faire exactement la même chose sur des éléments liés, je dirais, la partie rémunération. Je peux vous montrer un élément, on va faire très vite, où d'une certaine façon, nous avions questionné dans une entreprise
quelques 3300 collaborateurs sur une enquête de climat social. On a récupéré toutes les données possibles. On a mis tout ça dans un tableur Excel. Vous voyez, là, pour le moment, pas très compliqué. 117 questions, plus tout un ensemble d'éléments, entre guillemets, signalétiques. Question, alors là, je m'appelle aux spécialistes, je parle aux étudiants et étudiantes, échelle de Likert à 6 positions, etc. Voilà, et en fait, on a basculé ça. J'ai pris le fichier Excel et je l'ai basculé dans Watson. Et d'une certaine façon, on va essayer de faire je vais lui demander de me faire des analyses prédictives. Alors, je vais avancer un peu, parce que... Alors, pour ceux que ça amuse, là, il est en train de faire factoriel 128, le tout à la puissance 128 fois 3300 calculs. Ça a pris 2 minutes à peu près. Voilà. Alors, c'est capable de me dire la qualité de vos données est relativement bonne. On a découvert autant de corrélations entre chacune des variables. J'en passe, c'est les meilleurs. Et puis, j'ai l'une des questions qui était, d'une certaine façon, peux-tu me donner... Voilà, comment je fais pour mettre en pause? Voilà. Voilà. Si je veux avoir mon ambiance de travail au top, quels sont les points que je dois travailler? Voilà. Et il m'a dit, voilà, en fait, si vous voulez avoir l'ambiance de travail véritablement au maximum dans toute votre entreprise, voilà les 11 points sur lesquels vous devez bosser. Tout ceci repose, bien entendu, sur la qualité et en fait les données que vous mettez à l'intérieur. C'est de l'analyse statistique, véritablement. Alors, ça peut aller plus loin, du style, ne vous inquiétez pas, vous pourrez avoir les photos. C'est capable de vous dire, voilà aussi les chemins qui sont les plus efficaces. Parce que globalement, vous n'avez peut-être pas les moyens de taper les 11 sujets qui sont à faire. Donc voilà les 4 qui sont les plus efficaces et dans quel ordre vous devez le faire. Vous voyez, ce sont des outils comme cela qui sont derrière ces dimensions d'analyse, si vous permettez. Hop. Alors, globalement, en fait, avec ces éléments-là, on peut identifier de nouvelles règles de gestion. Quand on identifie de nouvelles règles de gestion, on va mettre ça dans une base de règles, on va les appliquer sur les faits, puis on va faire tourner. Et puis ça va venir enrichir au fur et à mesure le système d'information classique. Et puis on peut le faire de nombreuses fois. C'est une manière très caricaturale, je suis d'accord. S'il y a des informaticiens dans la salle, ils vont m'en vouloir à mort. Mais pour la compréhension, à mon avis, c'est ce qui va le mieux. C'est une manière très simple de voir comment on enrichit au fur et à mesure notre connaissance et comment on développe une logique de type machine learning. Là, je l'ai fait sur une dimension quanti. De plus en plus, ce que vous entendez, c'est « Oui, mais l'intelligence artificielle, ça peut nous servir à identifier dans les CV les compétences des gens. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Eh, attendez, c'est exactement la même chose. Sauf que vous avez quelque chose entre les deux, qui s'appelle un moteur d'analyse sémantique, qui va être capable de taguer, pour les plus frustres d'entre eux, la présence de certains mots qui vont être reliés parfois à des dictionnaires qui vont les regrouper, etc. Et puis, d'une certaine façon, eh bien, dans ces documents, on repasse dans la même moulinette. Vous voyez, c'est un peu la même logique qu'il y a derrière tout ça. Alors, on peut avoir également d'autres outils qui peuvent apparaître. Ce qu'on appelle les bots. Vous savez, les chatbots. Voilà. Honnêtement, vous connaissez quelque chose de plus con qu'un chatbot? Moi pas. Alors, quoi donc? À part le conférencier, oui, ça va, j'avais compris. Mais
globalement, alors c'est vrai que vous commencez à avoir des chatbots qui utilisent des portions d'intelligence artificielle avec analyse sémantique, etc. Mais en fait, un chatbot, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle, en technique, on appelle ça un arbre n-naire. Donc vous descendez, puis vous avez n possibilités, puis après, vous avez déjà vu ce jeu où vous mettez une bille en haut avec les clous, vous savez, puis vous ne savez pas où la bille va arriver en bas. Bah, c'est exactement ça. Hein. C'est la même logique. Entre guillemets, ce n'est rien d'autre que ce que vous avez quand vous appelez une téléopératrice ou un téléopérateur, enfin c'est souvent des femmes, malheureusement, etc., puis que cette pauvre fille ou ce pauvre gars, en fait, ne fait que réciter la base de questions qu'il doit... Voilà. C'est exactement ça. C'est pas intelligent d'être d'accord avec moi. Hein. Mais les bots, c'est des choses qui vont vous permettre de récupérer de l'information complémentaire ou d'en distribuer. Et notamment, c'est quelque chose qui va permettre de distribuer et de délivrer des informations, des trucs classiques. Ça veut dire quoi, GMP sur ma feuille de paye? Je vais retourner vers les étudiants. Bon, d'accord. On va passer. Garantie minimale de points. Mais voyez, c'est des choses comme ça. La seule chose que vous avez à vous poser, c'est vrai que c'est pratique. Mais pour moi, dans bot, il y a beau. Vous savez ce qu'on appelle un pied beau? C'est un pied qui est difforme. Et en fait, pour moi, ces outils-là sont extrêmement dangereux parce qu'on rend la communication vis-à-vis des collaborateurs, somme toute, relativement difforme. Elle est abîmée. Parce que, globalement, je pense que tous ceux qui sont ici en poste RH le vivent et le font. Quand vous avez un collaborateur qui vient poser une question en DRH, généralement, la question, elle est assez... Enfin, on y répond assez facilement. Mais on en profite, au fait, ça se passe comment dans le service? Et puis, on est là pour capter tout un ensemble de signaux faibles. Autant de signaux faibles que vous ne pouvez pas capter avec ce type d'outils. Et alors, vous allez me dire, oui, mais vous avez des outils qui permettent de... Ouais, ben alors à ce moment-là, vous avez les outils qui permettent l'interaction, les outils qui permettent... Vous n'en finissez plus. Hein. Donc, vous voyez, vous avez là tout un ensemble de choses qui sont en train d'arriver. On pourrait parler de la problématique aussi de la blockchain qui permet de valider tout ça. Je vais très vite avec des histoires de type deep learning qui sont plutôt sur l'analyse des vidéos. Pour le moment, on n'en a pas véritablement l'usage en tant que tel. Je prends 5 minutes simplement pour ça, puis après, je vous passe la parole avec les questions. Parce que globalement, j'avais fini d'assommer tout le monde. En fait, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne vous attendez pas à ce que j'aille vous dire que la fonction RH va exploser en vol, premièrement. Ça veut dire que d'une certaine façon, pour moi, on va continuer d'avoir la fonction RH classique, la 1.0. Celle dont le mot-clé, c'est le processus. Celle dont les grands mots-clés et les modes de fonctionnement, c'est garantir l'égalité et l'équité de traitement des collaborateurs. Celle qui, d'une certaine façon, travaille énormément sur la donnée et sur la production d'informations, en fait, pour faciliter la prise de décision. À côté de cela, on a, je vous disais tout à l'heure, hein, le collaboratif, son importance. À côté de ça, on va avoir une RH 2.0. La RH 2.0, c'est celle qui va tourner avec des outils qui sont beaucoup plus collaboratifs, qui vont associer beaucoup plus en profondeur dans nos processus et dans nos modes de fonctionnement les managers, les équipes de direction. Mais ça va aussi venir perturber nos métiers. Un exemple tout simple. Quand vous prenez un réseau social d'entreprise, donc vous imaginez un LinkedIn interne ou un Facebook interne, etc. Vous avez en fait des communautés métiers, des communautés projets qui se mettent en place. Ces communautés sont extrêmement intéressantes pour nous en tant que RH. Vous allez me dire, dans les réseaux sociaux d'entreprise, on n'en voit pas beaucoup qui tournent. Hein. Ouais, c'est un vrai problème. Mais quand ça tourne, c'est véritablement extrêmement instructif. Je vous prends un exemple d'un réseau social qui tourne bien. C'est celui des poissonniers d'Auchan. Voilà. OK, vous allez me dire, OK, qu'est-ce qu'ils y font?
Bah, en fait, ils se prennent avec leur smartphone en vidéo en train sur la meilleure manière de lever les filets de sol. Ok. Mais moi, j'appelle ça de la co-formation. Ils s'échangent des trucs pour les clients. Enfin, ça tourne plutôt bien. Ok. Autre exemple. On est sur la fabrication et un projet industriel important, fabrication de moteurs. Et puis je vois que tout un ensemble de personnes ont été agrégées au projet, hein, parce que c'est un outil de gestion de projet, hein, c'est pas autre chose. Hein. Vous allez me dire, oui, mais moi en tant que RH, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Bah, tout d'abord, je vais aller voir les gens qui participent, ceux qui s'investissent, ceux qui ont des propositions à faire. En fait, à quoi ça me sert? Là, je viens de chanter toute la ligne managériale qui m'empêche de découvrir les potentiels qui traînent dans l'entreprise. Vous allez me dire, ok, maintenant qu'en tant que RH, ou alors si j'ai ce qu'on appelle un petit bot, un petit robot qui va explorer le réseau social pour identifier ces personnes qui ont des potentiels, qui sont participatives. Si je m'arrête là, bah, ça ne sert à rien. À ce moment-là, mon rôle en tant que RH, mon rôle en tant que gestionnaire de carrière va bouger tout particulièrement. C'est-à-dire que je ne suis pas le gestionnaire de carrière à Lustrine qui va simplement faire qu'enregistrer la mobilité des personnes ou éventuellement proposer à quelqu'un, à un manager qui a besoin de quelqu'un, tu sais, on pourrait peut-être... Non, là le truc, c'est j'ai identifié que monsieur ici est véritablement un grand potentiel. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon. Donc, là, j'ai deux super chefs de projet. Ils ont besoin des compétences qu'a monsieur. Alors, j'ai quelqu'un pour toi, c'est la perle rare, etc. Il a toutes les compétences dont tu as besoin. Tu peux lui proposer quoi? Pareil. On a notre discussion, puis nous, on vient se revoir. Bon alors, j'ai deux propositions à te faire. Le premier, c'est simple, tu grimpes d'un échelon. Le deuxième, tu peux grimper d'un échelon, mais il te propose aussi une formation dans ce formidable master. Oui, alors j'aime bien le deuxième, mais en fait, je préfère le premier. Il ne pourrait pas mettre la formation en plus? Là, le parallèle, vous savez, c'est ce que moi j'appelle l'agent de talent. De la même manière que vous avez l'agent de joueur sportif. Vous voyez comment on a inversé le métier, de la même manière qu'en matière de recrutement, on a inversé la puissance et le rôle entre le candidat et le recruteur. Là, on a inversé le rôle entre le collaborateur, le manager et le RH. On a modifié complètement les modalités de l'intermédiation. L'agent de talent, c'est éventuellement quelque chose qui peut nous arriver très vite si on est capable de gérer cette dimension collaborative. Cette dimension collaborative, on va récupérer des données, des informations, des savoirs. Tout ceci nous permet d'aller et de récupérer toutes ces informations dans des outils comme Watson, celui que je vous ai montré tout à l'heure. D'identifier tout un ensemble de choses que l'on peut faire, que l'on pourrait faire. Et vous voyez, je l'ai coupé en deux en fait, moi. J'ai laissé ce métier de RH 3.0, cette dimension statistique, où on disait wow, il va falloir embaucher des HR analystes, des HR data analystes. Je suis désolé, hein, pour glisser un fichier Excel et voir ce que vous avez vu, je n'ai pas besoin d'être un data analyst. Hein. Je le suis, mais là, j'en ai pas besoin. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la conception des nouveaux processus et des nouveaux modes de fonctionnement que cette analyse statistique va nous permettre d'avoir. Cette analyse statistique, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le climat social, je vous en ai parlé sur la partie absentéisme. C'est pratique parce qu'en fait, c'est à données collectives, choix collectifs. Mais on commence à voir de plus en plus arriver des choses où, à données collectives, on a des préconisations individuelles, notamment sur les problématiques de carrière, sur les problématiques de recrutement, etc. Là encore aujourd'hui, tout repose sur la qualité de l'algorithme, sur la qualité des corrélations qu'on identifie. Et comme je vous disais tout à l'heure, corrélation n'est pas causalité. C'est pour ça que moi je suis très réticent à ce genre de choses. Parce que tout va dépendre de la qualité des données que vous mettez à l'intérieur. Et puis, d'une certaine façon, encore, j'ai envie de dire, la question, c'est un choix humain qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce qu'en matière de recrutement,
Les recrutements, vous ne le faites pas que sur tout un ensemble de données que vous avez écrites, rationalisées, etc. Mais je suis désolé, quoi. En fait, j'ai plutôt envie de bosser avec vous. Je ne sais pas pourquoi. C'est la note de gueule, hein. Ça se fait pas, hein. C'est vraiment pas bien, hein. On doit lutter contre ça, c'est vrai. Mais dans les faits, la personne, entre guillemets, elle est renfermée, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous le voyez bien. Vous avez l'impression... Vous allez le marquer comment dans le fichier? Et d'ailleurs, le fait de le mettre dans le fichier, est-ce que c'est vraiment acceptable? Certainement pas. Derrière tout ça, il y a de la dimension du RGPD, du droit et des choses comme ça. Donc tous ces éléments-là, on ne pourra jamais les intégrer. Il va falloir qu'on fasse extrêmement attention. Aujourd'hui, il faut bien être honnête, ces algorithmes sont de plus en plus puissants, progressent. On a la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les critères qui vont permettre de réussir à un poste. Ça marche bien. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les meilleurs supports pour diffuser votre annonce. Ça marche bien. On va bientôt pouvoir utiliser, je les ai déjà un peu utilisés, mais je trouve que c'est un peu vasouillant encore, l'intelligence artificielle pour dire, voilà, entre guillemets, les compétences dont j'ai besoin, rédige-moi l'annonce. Le système marche plutôt bien en anglais. En français, c'est pas terrible. Ça marche. Mais le choix de la personne et des choses comme ça, c'est encore du domaine de l'humain. Et on le voit bien sur tout un ensemble d'exemples et d'expériences qui ont été menées, ça a été des ratages complets. Et je ne vous parle même pas de la dernière expérience d'Amazon. Alors, ce n'est pas du tout pour taper sur Amazon, parce que je trouve qu'ils ont été particulièrement transparents en disant on s'est planté. Parce qu'en fait, ils avaient alimenté leur IA avec tout un ensemble des CV qui avaient été recrutés pour savoir si ça marchait ou si ça ne marchait pas, sauf qu'il y avait un biais dans les CV. Donc, en fait, l'algorithme, il ne voulait pas recruter de femmes. C'est normal, il n'y avait pas de femmes. Voilà. C'est tout bête, mais tout dépend des biais. En fait, il y a tout un ensemble de biais invisibles. Et si vous donnez, excusez-moi, aux États-Unis, on dit de temps en temps shit in, shit out. La merde en entrée, de la merde en sortie. Globalement, le vrai danger de l'intelligence artificielle, il est là. C'est de la manière dont on va, entre guillemets, l'éduquer, mais aussi, parce que l'éducation et cet apprentissage, il est extrêmement intéressant, c'est nous qui allons le faire. Mais dans les algorithmes que nous allons acheter, il y a pour moi la problématique de la socialisation. C'est-à-dire que la machine soit capable d'identifier tous les biais que l'on pourrait, entre guillemets, rentrer, être en capacité de les corriger. Et ça, c'est l'un des grands enjeux. C'est-à-dire que cette dimension de la socialisation de l'IA par rapport à son éducation, on en est encore relativement loin. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez en fait tous ces éléments. Bien entendu, on peut alimenter ça avec des bases de données qui viennent d'un peu partout, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Il y a tout un ensemble de points de vigilance. Voilà. Hop, et c'est à vous à poser les questions. Bien, merci François de cette présentation. On pourrait passer 3 heures sur cette thématique et merci de cet esprit de synthèse et d'effort un peu de condensation que tu as pu faire. Donc on a à peu près un quart d'heure, puisque il faut que tu partes à 7h10. Oui, sinon je dors sous les ponts. Sinon, voilà. Est-ce que donc parmi vous, au regard de ce qui a été, ce que vous avez entendu, est-ce que ça suscite des questions, des commentaires, des réactions ? Oui. Oui. Alors, attendez, je vais vous amener le micro. Bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, je soutiens les startups en fait en Australie.
Là, je suis de passage pour quelques semaines. Au niveau du recrutement, c'est pas glorieux. Je me demandais si utiliser des systèmes comme cela, comme IBM Watson, ça serait abordable financièrement, premièrement, pour des petites structures, des incubateurs de start-up, et quel est le retour sur investissement qu'on peut espérer pour la phase de recrutement en l'occurrence. Et puis sinon, juste une remarque, j'ai le sentiment qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour essayer des millions de mots-clés dans les CV jusqu'à ce que ça fonctionne en fait, et redeviner les paramètres qui sont utilisés du côté du recruteur en fait, pour maximiser les chances en fait, d'avoir son CV qui est pris. Oui, alors, plusieurs points. Tout d'abord, ce que vous dites là, en fait, c'est IBM Watson Talent qui fait ce genre de choses. Pour répondre, alors techniquement, je suis désolé, globalement, IBM va bientôt proposer une API qui pourra être utilisée par des startups. Donc, c'est des portions de programme qui peuvent être intégrées dans les solutions d'une startup ou pas. Moi, je reste personnellement très dubitatif. Parce qu'aujourd'hui, pour que cela fonctionne, cela nécessite d'avoir tout d'abord de gros volumes de recrutement. Des effectifs également conséquents, avec des postes qui sont extrêmement standardisés. Ensuite, quand je vous dis que en fait, tout ceci repose sur l'alimentation des CV que l'on met, on a un vrai risque qui est le risque du clonage. D'accord ? Alors ce ne sera pas un clonage sur les critères classiques et habituels de la diversité hein, ou de la discrimination, mais ça va être malgré tout un clonage. Et pour moi, il y a un élément extrêmement important en tant que RH que je défends, c'est je me vois mal recruter avec un rétroviseur. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, en fait, j'ai recruté des personnes au cours de ces dernières années. Je suis capable d'analyser ce que j'ai fait ces dernières années grâce à ces outils. OK. Mais est-ce que c'est ce dont j'ai besoin pour demain, pour une entreprise qui doit évoluer, etc. Pour moi, ces techniques et ces logiques-là sont très utiles quand je dis à données collectives, décision collective. C'est beaucoup moins le cas quand c'est à données collectives, décision individuelle. C'est un point important. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, là, on est en train d'aller encore plus loin dans l'industrialisation du recrutement de la manière la plus bête possible. Et quand je dis recrutement, c'est le recrutement externe, mais c'est aussi le recrutement interne. Donc la mobilité, donc des éléments de carrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, globalement, alors bien entendu, sauf si vous êtes dans une entreprise où vous avez 100 000 collaborateurs, etc., ça pourra, économiquement, ça peut justifier. Mais si vous êtes comme l'immense majorité des entreprises françaises où il y a des DRH avec un effectif entre 300 et 1000 collaborateurs, hein, le retour sur investissement, vous ne le trouverez pas. Tout du moins pas maintenant. Entre guillemets, c'est plus rentable d'investir dans un bon recruteur, dans un bon gestionnaire de carrière, dans un bon RH, qu'autre chose. Parce que sinon, ça vous coûte plus cher en coût techno qu'en personne. Qui plus est, et ça c'est un point sur lequel il me paraît moins important que l'on puisse réfléchir, quand je vous dis qu'on a besoin d'un gros volume de données, d'un gros volume de recrutement, etc., OK. Mais la question, c'est, cherche-t-on à utiliser ces outils ? Là, c'est une dimension philosophico-politique. Hein. Pour les étudiants, j'attends votre retour pour lundi prochain, merci. Tu ramasseras les copies. La vraie question, c'est, va-t-on utiliser ces outils pour faire plus de la même chose, plus vite, avec moins de personnes ? Ou va-t-on faire autre chose, différemment, avec une autre valeur ajoutée ? C'est une sacrée question. Hein. C'est comme toute question liée à l'informatisation, d'ailleurs. À mon sens, on parle d'informatisation pour l'industrialisation de tout un ensemble de process, OK, mais l'IA, sa vraie utilité, c'est d'être capable de sortir autre chose, différemment. C'est l'histoire de « Ah bah tiens, sur cette base... » Entre nous, vous connaissez beaucoup d'entreprises qui ont réfléchi sur leur absentéisme et se sont dit on va modifier notre accord de télétravail avec ces éléments-là. Non.
C'est véritablement faire autre chose autrement, différemment, et, entre guillemets, apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Ces outils ne sont pas intelligents, c'est le DRH qui est intelligent pour moi. Et sinon, pour les coordonnées d'API, tu m'envoies un mail, puis je te mettrai en contact avec les gens d'IBM. Parce que vous doutez bien que ce que je vous ai montré, c'est parce que j'ai accès à leur système. Autre question ou... Oui. Oui, tout à l'heure. Oui, oui. Par qui, je ne sais pas. Oui, tout à l'heure, quand vous nous avez fait le test sur le lion, je faisais partie, comme sans doute un certain nombre d'entre nous, des gens qui ont pensé à la crinière. Je crois que si vous nous... Alors moi, je suis devant, je ne peux pas voir. Hein, mais vous nous auriez posé la question sur intelligence artificielle. Je crois que l'image qui me serait venue immédiatement, c'est le robot. Or, c'est quelque chose qui a été totalement absent de votre intervention. Alors, est-ce que c'est une raison particulière? Est-ce que c'est lié au fait que votre intervention était orientée sur la gestion des ressources humaines et que finalement, aujourd'hui, vous n'en visualisez pas la transposition? Parce qu'on pourrait imaginer, demain, on parlait du recrutement, que finalement, on puisse faire recevoir des gens par des robots, on puisse former finalement sur des choses assez simples par des robots. Voilà, c'était ça ma question. Je vais répondre. Tout d'abord, c'est parce que j'étais complètement focalisé RH. Premier élément. Deuxième élément, la dimension des robots en RH, j'en ai encore jamais vu. Les différents éléments de système expert, de machine learning et d'analyse sémantique, c'est déjà là, ça existe déjà. Je ne vous ai pas parlé de science-fiction. D'accord ? Et d'une certaine façon, aujourd'hui, même si l'on a des éléments où je pense que vous avez vu les images de Vera ou les images de ce pseudo-présentateur de la télé chinoise, hein, etc., ce n'est qu'une logique d'interface. C'est pas, entre guillemets, en RH, on n'a pas un robot qui fait, comme on peut avoir une machine automatique dans une usine, etc. Ce ne sera jamais qu'une logique d'interface, c'est qu'une logique de présentation. On le fait soit au travers d'un écran, ou alors à ce moment-là, on met un petit automate, et puis voilà. Mais en fait, ça n'aura pas d'autre impact, pour le moment. Mais c'est essentiellement aussi parce que je suis qu'en RH. Si on avait parlé de la transformation de tout un ensemble d'autres métiers, oui, là, on aurait pu aborder la problématique des robots. Moi, j'avais une question. Vous nous avez défini très, très rapidement le RH 1.0, 2.0. Ce qui nous intéresse, nous, RH, c'est le RH 4.0. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Petite définition rapide, mais Non, si on est là, c'est que ça nous intéresse. Très simple. Très concrètement, comment on y va? Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on met en place pour y aller? Alors, tout d'abord, le 1, c'est la RH classique, processus. Le 2, c'est l'utilisation des outils collaboratifs. Le 3, c'est la capacité qu'on a à faire parler les données. Le 4, c'est le fait de faire coexister les trois de manière intelligente. D'accord? Donc ça, c'est un point important. La deuxième partie de votre question, je vous renvoie sur les 12 slides qui suivent dans le PowerPoint, ou d'une certaine façon, il faut bien être honnête, hein. Cette logique de transformation va reposer principalement sur, globalement, les connaissances des personnes, sur le fait de savoir faire évoluer la culture, parce que, globalement, ça développe une certaine forme d'agilité dans le fonctionnement de la DRH, hein. Et des partenaires sociaux, d'ailleurs. Parce que globalement, le fait de pouvoir remettre en cause la manière dont on gère l'absentéisme tous les 6 mois, ça peut être un peu déstabilisant. Parce qu'en fait, à chaque production de données, on peut éventuellement identifier de nouvelles règles, hein. Donc on est dans des logiques d'agilité. Donc, 1, les hommes. 2, la culture. 3, l'infrastructure technique. On ne peut pas s'en échapper. Et 4, c'est toute la logique d'organisation de la DRH qu'il faut transformer. Mais à mon sens, il ne faut pas voir ça comme étant un grand Big Bang. Vous allez commencer à intégrer ces outils au fur et à mesure. Pour moi, ce qu'il y a de plus sûr, hein, je dis bien de plus sûr, c'est de commencer par travailler sur l'utilisation des données quanti. Une fois que vous avez commencé à mettre la DRH en mouvement de ce point de vue-là, rien n'empêche d'aller sur l'utilisation de ces outils, sur des logiques de gestion de compétences et des choses comme ça. Mais de grâce,
faites attention à ce qu'on appelle ces POC, ces Proof of Concept. Ou d'une certaine façon, on fait des tests comme ça. On n'évalue jamais. Et puis, on n'a pas une vision globale. C'est pour ça que vous savez que j'ai fait ce graphique au départ, où on a tout un ensemble, pour montrer qu'en fait, tout est lié. Il faut véritablement avoir une vision systémique de la chose. Alors, vous pouvez faire des tests, c'est pas ça. La seule chose, c'est que ces tests-là, vous devez les intégrer dès le début dans une vision globale et systémique de ce que vous allez faire en termes de changement. Sinon, après, vous avez tout un ensemble de trucs et vous pourrez en profiter. Bon, je voulais revenir sur les robots, justement, au service du métier de RH. Moi, je travaille, par exemple, dans une industrie, et moi, je me dis que l'aide à l'intégration, enfin, l'aide du robot dans le processus d'intégration d'une nouvelle personne peut être un plus, surtout quand on est sur l'industrie innovante, et notamment qui utilise des paramétrages où, justement, aujourd'hui, on peut... je vais dire le nom, on peut demander à notre cookéo à distance de démarrer à 18h pour que le plat soit prêt quand on arrive du boulot. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas justement quand même utiliser ces robots dans... Voilà, c'est lui. Hein? C'est Pepper, en fait, voilà. Pepper au départ a été créé pour faciliter l'interaction, notamment dans des milieux et dans des environnements, notamment des EHPAD, personnes âgées. Au-delà de l'aspect gadget, le soufflet retombe très vite. Voilà. Non, il y a plusieurs éléments. Tout à fait. Et notamment le métier de peintre. Tout un ensemble de métiers de peintre, chauffagiste, etc. On utilise la réalité virtuelle. Mais... Est-ce que, justement, dans le métier de RH, on ne devrait pas de plus en plus essayer d'intégrer ce processus et donc cette utilisation de robots? Je pense que ce n'est pas quelque chose qui fait... Enfin, il faut en avoir peur. Non, on n'a pas peur. Mais pour le moment, on n'a rien. Oui, mais c'est... Oui, mais c'est qu'une simple... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une logique d'interface. C'est pas autre chose. Au service du RH pour accueillir, pour espérer capter des jeunes, parce qu'aujourd'hui notre problématique elle est là, en RH, par exemple dans des départements plutôt ruraux, où on cherche justement à capter des jeunes plutôt pour justement être dans des solutions innovantes. Donc je pense sincèrement que le robot peut être quelque chose de... Pourquoi pas? Mais là, moi, j'ai pas de retour sur... j'ai pas de retour par qui. J'en ai pas vu ni évalué. Ce dont je vous ai parlé, c'est des choses... Voilà. Je vais quand même reprendre... voilà. Oui. Oui, s'il vous plaît. Donc vous avez parlé de l'évolution de RH, l'intelligence artificielle, l'importance des données, de la matière pour justement bien pouvoir la traiter. Il me semble qu'une matière de base est le CV. Et quelque part, il y a très peu d'évolution du CV. On peut aussi fabriquer le CV qui soit vraiment en correspondance avec le poste en mentant finalement un petit peu sur le candidat. Comment vous voyez l'évolution du CV et de son contenu? En 2 minutes. Est-ce que globalement le CV va disparaître? J'en sais rien. Je pense pas. Je pense pas parce que de toute façon, toutes les entreprises ne vont pas utiliser ce type d'outil. Ce que l'on voit quand même, c'est de plus en plus ce que moi j'appelle des CV enrichis. Excuse-moi. Ce que je vois, c'est des CV qui sont enrichis. Vous voyez, quand vous utilisez les réseaux sociaux type LinkedIn, etc., vous avez votre CV, mais vous avez plein de choses qui sont en plus. Des pièces, des textes que
que vous avez pu mettre, des projets, enfin toutes sortes de choses. Et c'est là que d'une certaine façon, à mon sens, hein, on sort du CV tout en allant vers un profil professionnel. Et d'une certaine façon, ceux qui vont, entre guillemets, s'en sortir, bah, ce sont ceux qui vont avoir des profils professionnels, somme toute relativement bien construits et relativement bien alimentés. Voilà, c'est très, très brièvement, hein, je suis désolé, mais en fait, le point, c'est d'une certaine manière aussi, quand vous allez sur Internet, vous laissez tout un ensemble de traces, etc. Et même si j'estime que ça n'a pas lieu d'être, ça c'est à titre personnel, il ne faut pas se faire d'illusions. On a aujourd'hui des systèmes qui permettent d'aller crawler, de regarder toute votre activité, toutes les traces que vous avez laissées, etc. Après, la question c'est, est-ce que c'est très légal? À mon sens, non. N'oublions pas que nous vivons quand même dans un monde où la dimension du RGPD est importante. Et de ce point de vue-là, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller télécharger la charte numérique RH qui a été élaborée par le Lab RH et la CFE-CGC. Vous pouvez la trouver sur Internet, vous pouvez la télécharger. Il y a tout un ensemble d'éléments sur ce que l'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Pas simplement d'un point de vue légal, mais d'un point de vue moral. Voilà, je suis désolé. Bien. Merci beaucoup François pour cette présentation. On ne veut pas te chasser, mais c'est vrai qu'on ne voudrait pas que tu loupes ton train. Merci encore et je t'en prie. Bon retour sur l'île et puis à revenir sur Angers avec plaisir. Merci. On vous propose donc pour terminer cette séance de donner la parole à Monsieur Thibaut Rimaud, qui est donc DRH du groupe Strego, qui est un des partenaires récemment arrivés de la chaire RH, là, à l'UCO. Juste Thibaut, juste 2 mots de présentation. Donc Thibaut a fait son cursus à la Reims Management School. Il a ensuite été donc chargé de recrutement, gestion des compétences à la Caisse d'épargne à Poitiers, puis responsable gestion des potentiels et cadres supérieurs au groupe BPCE, et puis dans un poste, puisque Thibaut vient juste d'arriver sur Angers depuis avril 2018 au groupe Strego, il était précédemment pendant 8 ans et demi directeur du développement RH, puis DRH chez Axéréal, branche négoce international. Donc on avait demandé un peu à Thibaut de réagir un peu en tant qu'homme de terrain à l'intervention de François Gueuse. Voilà, donc je ne sais pas ce que tu en as pensé, qu'est-ce que ça a suscité comme commentaire. Alors, bonsoir à tous. Donc j'en ai pensé que du bien. Avec peut-être un petit commentaire spontanément, j'ai plutôt envie de prendre comme approche sur l'intelligence artificielle, le prendre sous l'angle de l'opportunité. Je pense que pour nous, dans nos métiers de DRH, il ne faut absolument pas en avoir peur. Au contraire, pour moi, c'est une opportunité sur plusieurs niveaux. Le premier, parce que ça nous donne du boulot, je pense, parce que ça va complètement, ça influence beaucoup l'évolution des métiers. Pas d'une autre d'abord, ceux des entreprises pour lesquelles on travaille. Et donc ça nous impose, ça nous oblige d'être en anticipation pour accompagner les collaborateurs à l'évolution de leur propre métier. Donc là, si on n'est pas présent pour ça, je pense qu'on ne sert pas à grand-chose. Je vais juste prendre un petit exemple d'entreprise où je suis aujourd'hui, donc chez Groupe Strego, qui est une société de conseil et qui fait notamment beaucoup d'expertise comptable. Aujourd'hui, chez Strego, ce qu'on a mis en place, c'est une forme d'intelligence artificielle quelque part. Le client ne nous envoie plus ses factures pour qu'on les saisisse, il les scanne et ça arrive directement chez nous dans nos logiciels avec les informations au bon endroit. Donc on peut se dire, on va supprimer tous les postes de saisisseurs de factures. Première problématique qui est hyper concrète. Voilà, donc soit on se dit l'intelligence artificielle tue l'emploi, soit on se dit, au contraire, opportunité pour nos RH d'accompagner les collaborateurs et du coup de les faire évoluer, former vers des métiers nouveaux qui vont être davantage recentrés sur l'humain. Et quelque part, pour moi, l'intelligence artificielle est une excellente opportunité pour recentrer, finalement, remettre l'humain au centre de nos relations dans les métiers pour lesquels nous travaillons, mais aussi pour la matière ressources humaines. Ça, c'est une première approche pour dire, voilà, c'est pour nous une vraie opportunité donc dans l'accompagnement de l'évolution des métiers et également sur la fonction RH. Donc c'est sûr que ça pose quand même plein de questions. Je voudrais rebondir sur quelques éléments. Il a parlé tout à l'heure
des chatbots. Et c'est vrai que je pense que tous, on a pu expérimenter déjà, hein, et être assez impressionné, avoir vraiment l'impression de chatter avec quelqu'un en face. Et en fait, non, c'est juste une machine, mais la pertinence des réponses est assez incroyable. Et c'est vrai qu'en tant que DRH, on pourrait se dire, pour des questions assez répétitives, liées à l'administration du personnel, sur le solde de congé qui me reste, etc., on pourrait très bien imaginer un chatbot. Et là, je reprends un point, mais qui me semble extrêmement important dans ce qui est dit tout à l'heure, c'est que les questions plutôt administratives, finalement, sont l'occasion unique, parce que c'est une relation qui se crée avec un collaborateur qui appelle, par exemple, une gestionnaire paye, voilà, d'avoir de l'info complémentaire. Et moi, en tant que DRH, quand aujourd'hui j'ai un sujet qui me remonte d'un salarié, une des premières choses que je fais, c'est que je demande à mon service paye, hein, dont la responsable est ici, voilà, j'ai un sujet sur un tel, et ben, j'ai toujours une réponse, il y a toujours quelque chose à dire, parce qu'en fait, de par ces contacts, peut-être anodins sur une question, sur la date du virement ou sur le nombre de congés payés, ben, finalement, cette équipe-là, c'est elle qui est en contact tous les jours avec l'ensemble des salariés de l'entreprise et qui a quelque part, là c'est de l'immatériel aussi, hein, mais qui a une masse d'informations dans les relations qu'elle crée et dont ça serait une énorme aberration de s'en couper totalement. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, mais en tout cas si on fait et qu'on met en place un chatbot, il faut s'interroger, se dire comment dans ce cas-là je vais pouvoir récolter cette information qui est hyper importante. Après, sur l'intelligence artificielle en tant que telle, le mot, moi aussi, ne me va pas complètement. Parce que si je prends l'exemple des fleurs artificielles, les fleurs artificielles ne sont pas des fleurs, en fait. Et donc, l'intelligence artificielle, pour moi, ce n'est pas l'intelligence si elle n'est pas liée, finalement, complètement à l'homme qui doit en rester maître, finalement. Et du coup, je préférais parler d'intelligence amplifiée, c'est-à-dire que c'est bien l'intelligence de l'homme, hein, qui va se servir de l'outil pour amplifier et être voilà, du coup extrêmement positif et en tirer tous les bénéfices. Et j'aimerais qu'on ne mette pas forcément en opposition non plus, hein, la technique et l'humain. On parle souvent des guerres des compétences, hein, techniques ou humaines, les compétences techniques où finalement l'ordinateur, la machine pourrait prendre le dessus. Et pour moi, je pense que c'est l'alchimie des deux, hein, qui a toute sa puissance. Après, une autre thématique qui me semble intéressante de relever, et je rebondis à la question qui a été posée tout à l'heure, que j'ai bien aimée, c'est par quoi on commence finalement dans l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est pas tant par quoi on commence, c'est quels sont nos besoins. Et à partir d'un besoin que je peux avoir, comment la folie positive de l'intelligence artificielle pourrait m'aider. Et là, je pense notamment au recrutement. On est tous confrontés au sujet du recrutement. Alors quand on dit ça, on a tout dit et rien dit. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les règles du jeu du recrutement sont juste plus les mêmes. C'est pas qu'il y a la pénurie, c'est que on a beaucoup de mal à recruter. Et si j'en parle à mes amis DRH ici, on partagera tous ce constat que recruter devient compliqué. Et que, alors si je prends encore une fois l'exemple de mon entreprise, on a du mal à recruter des profils parce que finalement on va rechercher, on attire toujours les mêmes et on a mal fou à en chercher d'autres. Et là, je pense que l'intelligence artificielle peut nous apporter des solutions. Je sais qu'il y a des solutions qui existent pour essayer d'aller... alors j'ai un exemple, hein, qui me vient en tête, un produit qu'on m'a présenté. C'est on a tous dans nos entreprises un vivier de CV qui est dormant, en tout cas qui est existant parce qu'on a reçu beaucoup de CV. Si on prend pour une entreprise depuis 3 ans le nombre de CV qu'on a reçus, alors bien sûr en fonction de la taille, mais ça représente une volumétrie extrêmement importante dont on ne se sert pas en fait. Un vivier, par définition, il meurt assez vite quand on parle d'un vivier de CV. Mais finalement, ces 3 ans de CV qu'on a reçus, bon sang, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Et une solution qui m'a été présentée, par exemple, hein, alors elle vaut ce qu'elle vaut, je ne l'ai pas encore testée, mais c'est justement de récupérer toutes les données de ces CV, d'en animer une communauté et de pousser des informations à cette communauté-là par divers moyens. Et un robot permettrait de nous dire quelles sont les personnes qui ont lu telle ou telle information et qui pourraient du coup nous donner des contacts avec ces personnes-là. Ce que je veux dire à travers cet exemple-là, c'est que l'intelligence artificielle peut être un moyen d'aller chercher des profils autres que ce qu'on recherche aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est un défi qu'on a, en tout cas que moi j'ai, et je pense que je partage avec certains d'entre vous, quel que soit notre métier. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ?
Oui, et puis malgré tout, pour faire aussi par rapport au recrutement également, je pense que d'outiller ces process-là, même si de fait le recrutement c'est toujours l'histoire d'une rencontre à un moment donné, si des outils prédictifs ou autres peuvent nous aider à garantir une certaine équité dans le recrutement, à aller rechercher, voilà, à ouvrir un peu nos horizons, bah, moi j'ai plutôt envie de dire allons-y en fait. Hein. Mais encore une fois, quand je dis ça, je ne dis pas que je supprime la relation humaine. Hein. Il y a eu, pareil, je pense, dans les grands bids qu'il y a pu avoir à la télé, sur la télé-réalité, sur le mariage à l'aveugle, où en fait, je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, d'ailleurs c'est mort aussi vite que c'est né, cette émission-là. C'est donc des personnes qui cochaient des cases, c'est complètement l'intelligence artificielle, hein, de leur goût, leur choix, etc. Et des algorithmes tournaient, puis ils faisaient rencontrer des gens qui devaient se dire oui la première fois ils se voyaient. Bon voilà, ça n'a pas marché, parce qu'en fait je crois qu'on ne peut pas non plus complètement se couper de la relation humaine, et que c'est en fait juste impossible. Donc pour moi c'est essayer d'aller rechercher tout ce que nous offre cette nouvelle technologie, se l'approprier, en rester maître, jamais esclave. Je pense que c'est hyper important pour pouvoir justement faire de grandes choses. Et si, et ça fait écho à ce qui a été dit en introduction tout à l'heure, si l'intelligence artificielle dans le métier de ressources humaines peut nous permettre à nous, gens DRH, de passer plus de temps dans la relation humaine, alors j'ai envie de dire tant mieux. Je ne sais pas s'il y a une réaction à la réaction. Si éventuellement il y a, oui, s'il y a une ou deux remarques ou questions. Allez-y, il y a le micro juste devant vous. Bonsoir. Oui, donc vous disiez que vous aviez des problèmes pour recruter. Enfin voilà, donc on sait que de plus en plus en France, enfin ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ici, mais a priori ça n'a pas changé. C'est que vous espérez trouver des gens qui ont du talent, de l'expérience, mais sont jeunes en même temps, ce qui est un peu contradictoire la plupart du temps. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Non, mais c'est en général ce que les recruteurs aimeraient trouver, donc jeunes et avec de l'expérience. Et pas cher. Et pas cher, voilà. Et en fait, moi, ça fait quelques années que je me pose la question. Est-ce qu'il y a des stratégies en fait de recruteurs pour dénicher des talents en fait qui ont des qualités innées pour certaines compétences en fait? Est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, de trouver les Einstein avant qu'ils galèrent pendant 10 ans à se faire reconnaître par leur père? Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver les Steve Jobs avant qu'ils galèrent pendant des années, ainsi de suite en fait? Est-ce que vous avez des stratégies en fait à ce niveau-là pour trouver ces talents-là? Et est-ce qu'il y aurait un niveau au niveau de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous auriez aussi des stratégies, une approche pour les dénicher? Justement, je pense qu'il n'y en a pas aujourd'hui, et que si l'intelligence artificielle peut nous apporter ces solutions-là, bien sûr que moi personnellement je cours. Hein. Voilà, mais aujourd'hui c'est vrai que on n'a pas de méthode, d'outils qui vont dénicher des Einstein avant qu'ils galèrent, c'est vrai. Je pense que sur ce sujet-là, en fait, l'idée c'est que, bien sûr, c'est très compliqué. On ne peut pas dénicher l'Einstein avant qu'on l'ait vraiment mis en situation, mais il faut trouver les conditions qui vont pouvoir révéler son intelligence peut-être supérieure, et qu'à ce moment-là, il va falloir le garder aussi, parce qu'on n'a pas évoqué ce sujet, mais c'est qu'une fois qu'on a détecté le talent et qu'on l'a bien cajolé, il faut vraiment bien le cajoler pour le garder. Pendant que j'ai la parole, je continue. C'est de la sémantique, mais c'était intéressant. On a parlé d'intelligence artificielle. Vous proposez intelligence amplifiée. Alors là, je ne sais pas, parce qu'amplifier, ça veut dire augmenter. Enfin, c'est la notion d'augmenter. Je ne sais pas si vraiment, dans ce cas-là, l'outil augmente l'intelligence. Faut voir, à discuter, on a la nuit. Hein. Après, voilà, moi j'aimerais, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y a vraiment un côté d'algorithme. Alors, est-ce qu'on parle d'intelligence algorithmique parce qu'on est vraiment dans l'outil, on a compris, c'est ça qui d'ailleurs qui est rassurant, parce qu'il n'y avait pas d'inquiétude au départ, mais c'est ce qui est rassurant, c'est que pour l'instant, on est vraiment dans une notion d'utilisation d'outils à disposition des RH. Alors ça va faire évoluer le métier, bien évidemment, mais on est encore vraiment, et François Gueuse l'a rappelé, vous l'avez rappelé, voilà, l'humain est encore
encore ce privilège de pouvoir décider, de pouvoir comprendre les émotions, l'intuition de l'humain aura toujours une avance sur la machine. C'est un commentaire, c'est pas une question. Bien, je propose qu'on en reste peut-être là pour ce soir. On pourra prolonger les échanges à l'occasion du pot qui est servi là dans le hall. Avant que vous sortiez, je voudrais quand même remercier nos deux intervenants, donc François Goes qui est parti et puis Thibaut Rimaud pour la qualité de leur témoignage. Remercier également donc la NDRH Anjou qui est représentée notamment par François Greffier pour sa participation. Remercier aussi le service mécénat de l'UCO pour l'organisation matérielle de cette pause. Il y a différentes personnes qui ont contribué à l'organisation pratique. Je vous invite, alors il y a 2 rencontres qui sont prévues au niveau de la pause RH. Il y a une rencontre le vendredi 22 mars, une journée d'études qui sera consacrée qui est intitulée « Gouvernement responsable de l'entreprise et évolution technologique ». Donc ce sera dans cette salle. C'est une l'entrée est libre, donc gouvernance responsable de l'entreprise et évolution technologique. Et puis nous aurons également une conférence avec Cécile Dejoux, également du CNAM de Paris, sur le management à l'heure du digital. La date n'est pas encore programmée, mais probablement aux alentours du mois de mars-avril également. Donc vous y êtes encore largement conviés. Merci à votre participation. Merci notamment aux étudiants de Master 2 RH qui sont présents en nombre. Et puis donc on se retrouve à l'accueil. Merci.